Promenade des flâneries au domaine de poésie, créée par Pierre Dehaye et dirigée par Pascal Payen à Penzeller. Émission préenregistrée le 19 décembre 2012, diffusée pour la première fois le vendredi 4 janvier 2013 de 10h45 à 11h45, puis l'après-midi de 14h à 15h, et samedi culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Attention, exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de... Voici que aujourd'hui, 21 décembre, mais enregistré le 19, nous nous trouvons à 3 dans le studio. D'abord, bonjour Didier Mansuy. Et puis alors, présentez-vous, cher ami. Bonjour Pascal. Vous êtes ? Alors je m'appelle Stéphane. Stéphane, comment ? Stéphane B. Stéphane B. Ah, justement, sur le document qui est posé sur la table devant moi, j'ai Stéphane B. Pourquoi Stéphane B ? Un mystère à la manière du XVIIIe siècle ? Non, Stéphane Boissier, tout simplement. Ah, bah voilà. Alors, il faut toujours parler pile devant les micros, pile et face d'ailleurs. Et pourquoi vous avoir rassemblé ? Deux hommes très différents, Didier Mansuy, écrivain, et Stéphane B. Boissier, poète, chacun dans des univers extrêmement différents. J'aime assez ces univers qui sont à la marge. Comment êtes-vous entré en littérature, cher Didier Mansuy ? Oh, il y a très très longtemps, je suis presque tombé dedans quand j'étais petit. Mes premiers écrits datent de l'enfance et puis de l'adolescence. C'est pour ça que, il y a longtemps, j'ai sorti un petit recueil de poèmes, pas comme je l'imaginais, que j'ai écrit entre 16 ans et 21 ans. Et puis ensuite, j'ai continué, j'ai écrit de nombreux textes. Un jour, j'ai fait du ménage et j'ai dû brûler 6 mètres cubes de papier, un petit peu d'ailleurs comme Marcel Jouandeau. Un jour, il avait écrit beaucoup de textes très beaux d'ailleurs, paraît-il, mais on n'en sait rien puisqu'il les a brûlés. Et il est reparti sur un nouveau pas pour faire autre chose après avoir beaucoup déjà écrit et réfléchi. Justement, Marcel Jouandeau, de votre côté, un écrivain à la clarté toute, j'allais dire, française. On a l'impression, peut-être aussi, là a-t-il résidé, mais que les ciels les plus clairs de printemps sont au-dessus de son œuvre. Et Stéphane Boissier, pourquoi écrivez-vous à la manière du XVIIIe siècle ? Parce que je trouve que, comme je pense souvent, c'était mieux avant. Et avant, on avait une façon de voir les choses complètement différente de maintenant. Aujourd'hui, on est dans un monde qui va trop vite. On regarde plus l'autre, on n'écoute plus, on regarde plus. Et puis, peut-être qu'à cette époque-là, on pouvait regarder les choses différemment et employer des mots qui valaient vraiment dire quelque chose. Alors, ces bergeries que vous commettez sont également sous un ciel qui pourrait être celui de l'Ancret ou de quelque autre fête galante. C'est à peu près les fêtes galantes qui vous réunissent ce matin. Marcel Jouandeau, comment, puisqu'il y a sur la table le linceul de pourpre de Marcel Jouandeau que vous lui avez consacré, comment vous êtes-vous rapproché de l'homme, de l'écrivain et de sa vie intime ? Concours de circonstances et concours d'amitié, parce qu'en fait, il y a extrêmement longtemps, maintenant il y a plus de 30 ans, j'ai rencontré un personnage fabuleux, Henri Rode, qui a été pendant 12 ans le secrétaire littéraire de Marcel Jouandeau dans la période... Vous alliez presque dire le secrétaire perpétuel. Presque. Parce que, effectivement, l'œuvre de Marcel Jouandeau, durant cette période, 1948-1960, a pu être réalisée grâce à Henri Rode, qui a tapé, relu, corrigé, amendé, initié même les textes de Marcel Jouandeau. Donc, il y a eu une collaboration extrêmement intense et extrêmement intime. Et puis, Henri Rode, vers la fin de sa vie, il est décédé le 19 avril 2004, a voulu absolument que je transmette, que je fasse une transmission de la mémoire. Et là, il avait gardé un vieux cercueil à la méthode des archivistes, dans laquelle il y avait des lettres. Il m'a donné 600 lettres.
475 lettres de Marcel Jouandeau à lui, 25 à Robert Coquet, en me disant « Didier, il faut que vous disiez la vérité et que vous fassiez quelque chose avec... » Quelle est la vérité de cette histoire ? Alors la vérité, il y en a plusieurs. D'abord, il y a la vérité de la rencontre de Marcel Jouandeau avec Robert Coquet. Marcel Jouandeau avait dit « Ah, c'est Dieu qui m'a envoyé Robert. » Et en fait, non, c'est Henri qui savait parfaitement bien que les deux personnalités pourraient être complémentaires, qui fit monter Robert Coquet à un retour de permission lorsqu'il était descendu à Malaucène, à côté d'Avignon, pour voir ses parents. Jouandeau remontait, lui, de la Vigie à Jouan-les-Pins, où il avait été voir Florence Gould avec Gide et puis Élise. Et donc, dans le train, il a rencontré Élise Jouandeau, oui, cariatiste. La deuxième vérité, c'est que deux grands livres de Marcel Jouandeau, L'école des garçons et Du pur amour en 1955, L'école des garçons en 1953, ont en fait été écrits par Henri Roth, parce que ces deux livres sont des livres de lettres, et les lettres sont, pour le premier, les lettres de Henri Roth à Marcel Jouandeau, et les lettres de Robert Coquet à Marcel Jouandeau. Mais comme Robert n'écrivait pas, et qu'avec énormément d'insistance, Marcel Jouandeau demandait de l'écriture, Henri avait pris l'habitude d'écrire à l'avance les lettres que Robert écrivait à Marcel. Et Robert les recopiait. Donc, l'intégralité du patrimoine de ces ouvrages est écrit à l'origine, très peu corrigé d'ailleurs, est écrit par Henri Roth et très peu corrigé par Marcel. Avec une floraison, une écriture sublime, une dentelle de français qui est extraordinaire. Je crois vraiment qu'on peut dire que notre écrivain d'aujourd'hui, Marcel Jouandeau, est le meilleur styliste de la langue française du XXe siècle. Lorsque je lis « Éveil, après l'aube du jour, le monde s'éveilla et les hommes se mirent à travailler. Le monde venait de naître, il y avait là les jardins suspendus, les paradis magnifiques, les beautés fantastiques, la gloire silencieuse des génies qui s'ignorent, la lumière bleue qui reflète son ombre sur les cimes blanches des montagnes, le silence lourd et calme du bruit inconnu. Des chants inondaient la nature et dans la plénitude, l'eau de la vie, l'eau de beauté, de douceur et de fraîcheur coulait claire et tranquille comme le temps, jusqu'ici inconnu. Tout était suspendu dans l'infini, sans se soucier de l'efficacité. Et les hommes se mirent à travailler. Ils s'étaient levés bien après l'aube, mais déjà, ils avaient fait fuir tous les animaux alentour. Bruyants, ils dirigeaient leurs efforts vers le massacre. Anéantissant les sages fleurs immobiles, ils immolaient la beauté. Vous pouvez situer ce texte, puisque votre venue ici est à travers la qualité de la langue que défend la Radio Courtoisie, c'est aussi la poétique de cette langue. Alors, resituons le texte que je viens de lire, justement dans cet essai de s'aventurer vers la poétique de ces échanges et de cette double littérature de Marcel Jouandeau et d'Henri Roth. Alors, merci pour cet éloge, parce que ce texte que vous venez de lire n'est simplement qu'un texte de Didier Mansuy que j'ai écrit à 16 ans. Voilà. Et ce texte... Et est-ce que c'est un texte comme celui-ci qui vous amène à ces deux hommes ? Bien évidemment, parce que c'est un texte comme celui-là que j'ai ressenti à 16 ans, que j'ai édité quelques années plus tard, mais qui était du plus profond de ce que je ressentais sur le monde qui m'entourait et sur la vision d'adolescent que j'avais, avec toutes les difficultés, toutes les révoltes et toutes les envies et toutes les attentes, mais dans une profondeur du sentiment, dans un essai de reconstitution par le texte et par l'écriture d'une ambiance, d'une saveur, d'une symphonie de la vie, pour essayer de la construire, même si elle n'était pas belle, pour la construire belle. Et Marcel Jouandeau, de cette façon-là, est un grand savant de l'écriture, parce qu'il mâche, il remâche ce qu'il va dire, ce qu'il va écrire, il le ressasse, il fait une première lettre où il dit quelque chose, il écrit une deuxième lettre à un autre ami, il redit à peu près la même chose mais beaucoup améliorée, il fait une troisième lettre encore améliorée, et au fur et à mesure, il densifie son os, il densifie son écriture pour en faire quelque chose qui devient, à la fin du compte, lorsqu'il dit bon à tirer en quelque sorte, qui devient quelque chose de sublime. Ça devient un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre comme un compagnon du Tour de France faisait autrefois un chef-d'œuvre d'ébénisterie. Votre lettre me fait du bien, comme si vous m'aviez envoyé un miroir magique où je l'aurais vu.
préparé mon gentil Lily à ce nouveau retard. J'ai relu toutes vos lettres. Dans l'une, vous me demandiez pourquoi vous me plaisiez quelquefois. Cher Henri, vous me le demandez. Comme si vous ne sentiez pas que c'est l'originalité de cet amour, que vous le partagiez et que votre place n'y soit ni imprévue, ni indiscrète, ni odieuse, mais c'est ce qui me ravit, aussi étrange que naturel. Imaginez-vous ce que cette situation a de rare et quelles qualités exquises elle suppose de votre part. Quelle confiance n'avez-vous pas dû inspirer depuis sa plus tendre adolescence à notre Adonis de rêve, sans le décevoir une fois? Quel a été votre tact avec moi toujours et dans les circonstances les plus scabreuses? Vous ne vous rendez pas compte suffisamment, mon cher Henri, du prix infini de votre délicatesse, de votre désintéressement jamais en défaut. De nous trois, c'est vous qui méritez la palme, et vous ne pouvez pas savoir de quel culte secret j'ombrage. J'entoure entre nous votre cœur, sacré pour moi, autant j'en suis sûr que pour lui. Je ne puis exprimer l'admiration qui grandit chaque jour aussi en moi pour le verbe que vous avez inventé, qui vous permet d'être sans cesse tantôt le truchement, tantôt l'historien de notre amour. Pas un de nos progrès ne vous échappe. Vous enregistrez comme un sismographe attentif, plus sensible parfois que moi-même, les moindres soubresauts de nos artères. Son visage, qu'il observe plus savamment que vous, pour m'en transmettre aussitôt l'émotion, l'altération dernière, qui me le fait voir aussitôt attendri ou passionné. Vous savez bien que je ne vous sépare pas une seconde, et ni lui de nous, et le reflet dans vos yeux de celui que j'aime double son charme, comme si je l'aimais pas seulement en lui et en moi, mais en vous. En passant par vous, il m'arrive plus désirable, plus brûlant, comme s'il se paraît en traversant le feu pur de l'amitié que vous avez pour lui d'une grâce divine. Non, je ne saurais dire de quelle transparente lumière vous le revêtez pour me le donner, et c'est moi qui le touche, comme si vous aviez renoncé au bonheur et me le voyiez prendre sans envie. J'analyse ici des impondérables, et les mots sont trop lourds, dont je suis obligé de me servir quand les nuances de sentiments auxquels je fais allusion n'ont de rapport qu'avec la musique. Alors, toujours dans cette contextualisation, un mot bien lourd pour s'appliquer à un tel passage de sentiments. Ce ménage à trois dont il est question ici, peut-être à quatre même, vous pouvez nous en donner un peu l'histoire? Alors, dans le livre que j'ai écrit, effectivement, Le linceul de pourpre de Marcel Joandeau, aux éditions Horizon, je fais le point sur ces échanges épistolaires entre Henri Rode, Marcel Joandeau, Robert Coquet, et j'ai cité les textes, les extraits de lettres de Marcel Joandeau dans une écriture aussi sublime que celle que vous venez de lire, avec effectivement la mise en relation des rôles des personnages les uns par rapport aux autres. Henri Rode, dans ce contexte, a eu un rôle essentiel. Un rôle dans ce ménage à trois, mais un ménage à trois parfaitement immaculé, parfaitement blanc, puisque Henri Rode était secrétaire littéraire, point à la ligne. De ce point de vue, c'est sans tâche. Mais il contribuait énormément, c'est-à-dire qu'il assurait le lien entre les deux êtres, il assurait la réconciliation, il assurait le maintien, il était le grand maître des cérémonies. Et quand j'ai dit ménage à trois et à quatre, je pensais évidemment à Madame Joandeau. Et quel rôle jouait-elle, elle, par rapport à tout cela ? Alors Élise jouait bien sûr un rôle essentiel, puisqu'elle était maîtresse au foyer, qu'elle avait la maison, que Marcel payait les traites de la maison, mais que Élise avait constitué la maison. Elle était contemplative, elle était complice. Non, elle était extrêmement active, c'est-à-dire qu'elle faisait le ménage, elle faisait la cuisine, elle invitait plein de gens. Mais je parle de la contemplation de ces échanges affectifs. Au début, elle n'en savait rien. C'est-à-dire que lorsque Robert a été rencontré par Marcel dans ce train remontant d'Avignon vers Paris, Élise s'est dit que finalement ce garçon sublime était pour elle.
Elle n'a pas compris. Et elle l'a baptisé le mignon des mignons, le plus beau des plus beaux. Mais Il fut désiré des deux, donc. et elle le désira, elle lui écrivit même une lettre, même plusieurs, Robert les déchira, mais j'en avais encore une, où elle lui déclarait quand même qu'elle aurait, voilà. Et Robert n'y répondit jamais, parce que la dame ne l'intéressait pas, et effectivement, fardée outrancièrement avec sa peau de léopard, et etc. C'était quand même un peu caricatural, c'était caria. Et Robert était beaucoup plus séduit par la qualité intellectuelle de Marcel Jouandeau, qui était un génie de la prouesse littéraire, de la prouesse dans le dialogue, dans l'échange, dans le débat. Je me souviens d'une conversation qu'il a eue avec Jean Cocteau et que me raconta Henri Rode. C'était un véritable feu d'artifice, un fulminant, fulgurant de beauté et d'œuvres d'art lancées comme ça. Alors, Élise Jouandeau, dans tout ça, était aussi actrice parce que elle mettait un théâtre, elle invitait des gens, Brasseur, Cocteau, Satie, dont elle fut... Satie, la musique de Satie, voilà, juste par rencontre à Radio Courtoisie avec Didier Mansuy et Stéphane Boissier. Éric Satie a été une pause. Et en contrepoint, j'ai là sur la table un paquet de livres, de ces livres qui font partie de notre bibliothèque commune à Vénus Corrugata et moi-même. Et un de ces livres me donne l'occasion de lire un poème que vous allez apprécier tous les deux, dont l'auteur est Patrice Dierval, dans la Risorgiva. Avec en tête cette citation de Francis Ponge, « Rythme, parfum, lueur, ô mon unique reine. Fée, soleil, et voilà reparti l'illusion illusoire des trébuchants têtus, espérant à chaque aube une raie de sillage inattendue. Arraché aux soucis, être mer plate, ciel envahi de rêves, air plus libre que tout vol. » Et dans cette époque terrible où le dernier livre paru consacré à Aragon, la confusion des genres, un petit ouvrage que Daniel Bougnou vient de publier chez Gallimard, le chapitre 7 a été censuré pour atteinte à la vie privée. Et nous sommes là dans des parallèles entre Marcel Jouandeau et la fin de vie de Louis Aragon. Pourquoi ne pas... Puisque l'amour est le couronnement de la poésie et la poésie la quintessence de l'amour, ne pas dédier à cette sorte de jeu de cartes à 4 que nous allons continuer d'évoquer avec Didier Mansuy, entre Robert Coquet, Jouandeau, Rode et puis la fameuse Élise, n'est-ce pas ? Ce texte de Stéphane Boissier, « Vivre loin de ses amours ». Alors, texte inédit, comme il m'arrive à ce micro de donner vie à de futurs livres et de faire profiter nos auditeurs et auditrices de quelques saines et saintes lectures qui nourrissent ma vie et qui donc sont à partager comme le pain et le vin autour de ces micros. « Vivre loin de ses amours », titre d'un des texte de Stéphane Boissier. S'il est vrai que d'être deux fut toujours le meilleur, et là, c'est un mal affreux de ne plus voir ce qu'on aime. Vivre loin de ses amours, n'est-ce pas mourir tous les jours ? Chaque instant vient raviver la flamme qui vous dévore. On se rappelle un baiser, puis 1000 baisers encore. Vivre loin de ses amours, n'est-ce pas mourir tous les jours ? La nuit, en dormant, hélas, victime d'un doux mensonge, vous vous sentez dans ses bras, le jour vient, c'était un doux rêve. Vivre loin de ses amours, n'est-ce pas mourir tous les jours ? Un tissu de ses cheveux est le seul bien qui me reste. Il devrait me rendre heureux. C'est un trésor bien triste. Vivre loin de ses amours, n'est-ce pas mourir tous les jours ? Et à la suite, cette lettre de Marcel Jouandeau, « Samedi, mon amour, ce n'est pas tout d'aimer, il faut se croire aimer. Peu à peu, j'ai l'impression que tout ce qui nous séparait tombe, et que nous sommes plus près l'un de l'autre chaque semaine. Oh, ne crois pas surtout que je tienne plus à ce que tu me refuses qu'à ce que tu me donnes si gentiment. Ce que j'aime en toi, c'est ce qu'il te plaît de me donner de toi. Je t'aime de toutes les manières, m'as-tu dit, excepté de celle-là. Si tu veux, je saurais renoncer à mes sens, mais voilà, il est bien difficile de serrer dans ses bras son ami sans que le corps se mette de la partie, entre en liesse.
Tu sais bien, mon amour, que ce n'est pas là pour moi l'essentiel de notre amour. Ce n'en est que le pis-aller parce que nous ne sommes pas des anges. Ce qui me trouble délicieusement, c'est quand tu murmures mon nom, comme celui de l'ami que tu attendais, pour que nous soyons heureux ensemble. S'il m'arrivait de te décevoir ou de t'attrister un jour, tout serait manqué, ton Marcel. Quand vous entendez, cher Didier Mansuy, ces lettres... Au fond, vous n'avez jamais rencontré Marcel Jouandeau. Jamais. Voilà. Alors, lorsque nous lisons tel ou tel texte, poème, lettre d'un inconnu, d'un défunt, d'un entreaperçu par l'intermédiaire de... quel est votre compagnonnage avec l'écrivain ? J'ai essayé de me plonger, d'une part dans les lettres, d'autre part dans le monde. J'ai lu beaucoup de Marcel Jouandeau et j'ai lu des ouvrages qui étaient quelquefois critiques ou quelquefois qui ne le connaissaient pas. Et en se plongeant dans l'écrivain, au-delà de l'homme, parce que c'est important de faire, quand on a face à soi un artiste, quelqu'un qui fait des œuvres, de faire bien la dichotomie entre l'homme, personnage, et l'homme écrivain ou l'homme artiste. Bien sûr. Et ça, c'est essentiel, parce qu'il ne faut pas mettre sur le dos de l'un toutes les bassesses de l'autre. C'est essentiel. Or, de ce point de vue, Marcel Jouandeau a laissé une œuvre énorme. Et c'est de cette œuvre-là dont il faut faire le témoignage. Et c'est de cette œuvre-là, c'est cette œuvre-là que l'on peut lire, que l'on peut s'approprier, que l'on peut... que l'on peut, avec passion ou avec hardiesse, que l'on peut relire et que l'on peut apprécier. Il y a un grand investissement à faire parce que c'est une œuvre dense, longue, il y a 120, 127 volumes écrits par Marcel Jouandeau. Et j'ai eu l'impression dans ma jeunesse, le lisant, à travers la NRF, etc., qu'il était quelque peu bavard par moments, un peu logoréique, enfin, qu'il ne pouvait pas arrêter de laisser couler sa vie dans l'écriture, non ? Alors, ça c'est un reproche qui est vrai, qui a été fait, mais je pense que c'est un... C'est pas parce qu'il a été fait que je le fais, c'est parce que je l'ai ressenti. Oui, non mais c'est aussi un reproche vis-à-vis de la qualité de certains ouvrages. Par exemple, les journaliers sont des ouvrages d'une qualité inégale, et qui sont très alimentaires pour certains, puisqu'à la fin de sa vie, il avait des gros besoins d'argent, pour notamment faire l'œuvre de sa vie, puisque il a adopté le petit Marc Jouandeau, et il a dû pour lui, notamment une fois qu'Élise est décédée, racheter des choses, et Marc Jouandeau, qui est un garçon remarquable d'ailleurs, que je veux saluer, ainsi que son épouse et son fils, ont gardé un grand sentiment d'amour et de bonne éducation vis-à-vis de l'éducation que Marcel a donnée à Marc. Marcel s'est beaucoup investi dans cette transmission vis-à-vis de cet enfant qui avait eu un début de vie difficile et que Élise et Marcel ont adopté. Qu'ils ont sauvé en quelque sorte. Qu'ils ont sauvé, oui. Disons les choses. Qu'ils ont sauvé, oui. Et donc là, l'écriture de Marcel était peut-être plus logoréique et plus alimentaire. Mais il y a des choses qui sont un travail exquis, où là, il ne laisse pas passer un mot, où là, il ne laisse pas passer une surabondance, ni une logorée, parce qu'il veut en faire un chef-d'œuvre. Il y a des textes, des ouvrages entiers qui sont sublimes, où il n'y a pas une virgule à enlever, par rapport à d'autres qui sont plus lourds, effectivement. Mais on a chez Balzac, chez Zola ou chez des grands écrivains comme ça, aussi une écriture d'une qualité inégale. Cher Stéphane, l'écriture, elle arrive quand chez vous ? Quand ça a commencé ? Et est-ce que ça vous fait du bien ? Je crois que ça vous fait du bien. Ah oui, ça me fait énormément de bien et ça a commencé assez jeune. En fait, pour tout vous dire, je voulais faire du théâtre. Alors j'ai pris des cours de théâtre. J'ai fait les cours Florent. Et ça m'a pas beaucoup plu, les cours Florent. Parce que c'était assez difficile pour moi. Alors je suis parti des cours Florent parce que souvent dans la vie, je suis souvent parti. Et j'ai trouvé les cours Simon. Et là, au cours Simon, j'ai rencontré un monsieur extraordinaire qui s'appelle Georges Didier. C'était mon premier professeur de théâtre. Oui. Et là, il
il m'a ouvert sur des choses que je ne connaissais pas, mais dont je me doutais. Et ça a été vraiment une rencontre pour moi, une première rencontre. Donc j'apprenais des petites scénettes. Et puis un jour, nous devions présenter au cours de auditions, ce qu'on appelait libre, des petits textes. Alors souvent, mes camarades de cours faisaient des textes d'auteurs. Et moi, je me suis dit, je vais essayer de faire quelque chose par moi-même. Et voilà comment tous les premières fibres sont apparues. Alors c'était très maladroit, mais ça sortait de mon cœur. Voilà. Dans une interview que Daniel Bougnou, qui dirige l'édition dans la Pléiade des œuvres complètes de Louis Aragon, pour y revenir, il dit à la fin, sur une question concernant le mentir vrai dans les romans de Louis Aragon, il est évident que son œuvre répond à une émouvante quête d'identité. Alors à tous les deux, je pose la question, d'abord vous Stéphane, votre identité, votre personne, vous la découvrez à travers un texte comme celui-ci, par exemple, que je lis avant que vous ne me répondiez, L'Espérance. Quand de la nuit l'épais nuage couvrait mes yeux de son bandeau, tu me montrais, après l'orage, l'éclat prochain d'un jour nouveau. Tu me disais, ah, la souffrance, le dernier bien qu'on doit ravir, c'est l'espérance en l'avenir, sans espérance, mieux vaut mourir. Grâce à tes soins, comme ma paupière en se rouvrant a pu te voir, j'ai condamné ta vie entière à la douleur, au désespoir, et cependant à la souffrance, le dernier bien qu'on doit ravir, c'est l'espérance. Va, ne crains pas la gratitude ne saurait désunir nos cœurs. Va, ne crains pas l'ingratitude et calme cette inquiétude qui te fait verser tant de pleurs. Car tu le sais, à la souffrance, le dernier bien qu'on doit ravir, c'est l'espérance en l'avenir. Sans espérance, mieux vaut mourir. Alors, parce que je connais votre vie, comme Didier Mansuy connaît la vie de ceux dont il parle, comment mettez-vous en pratique l'espérance et quelle rencontre avec votre identité? C'est votre identité l'espérance ou c'est votre identité le doute? L'espérance, c'est ce qui nous fait vivre. L'espérance, c'est ce qui me fait vivre. Vous pourriez vous appeler Stéphane Espérance? Ah, et voilà, c'est ça l'identité. Et est-ce que Marcel Jouandeau aurait pu s'appeler Marcel Amour? N'est-ce pas? Il s'agit bien de ça. C'est les questions qu'on pose ici. On n'est pas dans la surface des choses, n'est-ce pas? C'est sous les 200 mètres de tempête que la mer projette sa véritable nature et que les poissons attendent la fin des orages. Ah, vous restez muet. Je vais vous citer un extrait de Benoît Gréant, petite suite blieuxoise en 24 heures, publié chez Alida de Création. Ce tout petit livre qui fait partie là de cette bibliothèque nomade que j'ai sur la table du studio. Mais à mi-pente, un portail dans le vent savamment couve un vide prometteur. Si près des cimes, ne pas se retourner. N'est-ce pas que tous les deux vous pourriez approuver cela? Tout à fait. Alors, justement, votre identité, vous ne m'avez pas répondu, peut-être vous n'avez pas la réponse. Ça veut dire que vous la cherchez dans l'écriture? Certainement, oui, mais et puis après, il y a peut-être une question de prétention, c'est un petit peu difficile d'une identité qui peut être un petit peu différente des autres. Et c'est vrai que sans prétention de ma part, je me qualifierais comme quelqu'un de différent. Et je sais que j'aime avoir ce que les autres ne voient pas. Ou y faire attention. J'entends. Et de vous toujours, Stéphane, avant de revenir à Marcel Jouandeau, ce poème délicieux, Les Hirondelles, que j'aime avoir, les hirondelles, et parce que nous sommes à l'entrée de l'hiver, n'est-ce pas, en ce jour, mais l'émission va passer dans 2 jours, le premier jour de l'hiver, justement, et le jour de la fin du monde, pour en rire, n'est-ce pas? Car qu'y aurait-il après la fin, comme nous savons qu'il y a avant la naissance du monde? Alors ne nous soucions pas de ça, mais promettons-nous les printemps sans cesse renouvelés avec les hirondelles de Stéphane Boissier, que j'aime avoir les hirondelles à ma fenêtre tous les ans, venir m'apporter des nouvelles de l'approche du printemps. Le même nid, me disent-elles, va revoir les mêmes amours, ce n'est qu'à des amants fidèles à vous annoncer les beaux jours.
Lorsque les premières gelées font tomber les feuilles des bois, les hirondelles rassemblées s'appellent toutes sur les toits. Partons, partons, se disent-elles. Fuyons la neige et la tempête, point d'hiver pour les cœurs fidèles. Ils sont toujours dans le printemps. Si par malheur, dans le voyage, victime d'un enfant cruel, une hirondelle mise en cage ne peut rejoindre son amant, vous voyez mourir l'hirondelle d'ennui, de douleur et d'amour, tandis que son amant fidèle, près de là, meurt le même jour. Alors c'est le moment du Gloria de Charpentier. Si jamais la musique est là tout de suite, alors gloire. Dimanche, c'est vraiment la Pentecôte aujourd'hui. Mon petit roi, si tu pouvais me voir dans mon coin que tu connais, ce matin j'ai accompagné Élise à l'église. L'orgue jouait une fugue de Bach, où je t'ai reconnu, comme si tu avais passé en dansant. À ton souvenir, une larme brûlante a coulé le long de ma joue, une larme de joie, une larme d'action de grâce. Didier m'ensuit, nous revenons à Marcel Jouandeau et la question de Dieu, avec cette autre citation de Marcel Jouandeau. Bien des gens trouveront sans doute scandaleux que je mêle Dieu à cette aventure, comme si le Christ n'avait pas recherché la compagnie des pécheurs. Et plus loin encore, dans les pages égarées, Dieu est toujours présent partout et sera mon dernier amour. Dans l'intervalle, l'homme n'a droit à tant d'hommages de ma part que parce qu'il est à son image et l'objet de sa passion. Alors, en ce jour où nous associons à la veille de Noël, et il n'y a pas de hasard, et j'ai choisi de vous recevoir tous les deux dans ces moments particuliers, où lorsque je vais moi-même prêcher au temple de Pantin, au destiné duquel je préside maintenant, ce 24 décembre à 19h, je vais prêcher autour, bien sûr, de l'annonce à Joseph et de la prophétie qui arrive deux fois en deux chapitres, de ces visions où l'homme est approché par Dieu. Il est approché par Dieu au nom de l'amour que Dieu porte aux hommes, dans cette situation inouïe où Marie est enceinte sans l'intervention de Joseph qui va réellement adopter. D'ailleurs, il y a dans l'adoption toujours un geste renouvelé de Joseph, qui a cette liberté d'aimer le Christ sans être son père, donc en étant d'autant plus son éducateur attentif et bienveillant. Alors, en ces jours où la lumière de l'amour, l'acte poétique, c'est-à-dire la fiction vraie de l'incarnation de ce mystère qui se nomme Dieu en l'homme, donc, et tout cela sous sous la titulature de l'écriture, avec cette particularité, je pense que Marcel Jouandeau a une grande différence avec moi-même qui anime cette émission, c'est qu'étant protestant, il n'y a pas chez nous transfiguration de l'homme par la passion de Dieu. Il y a une communion venant de l'homme et il n'y a pas renouvellement dans la messe et l'Eucharistie. Il n'y a pas cette métamorphose, cet investissement. Mais il me semble que c'est Marcel Jouandeau, tout est fusion. Absolument, tout est fusion. Et Marcel Jouandeau a toujours été un grand catholique. D'ailleurs, il en a été beaucoup meurtri lorsqu'on lui a dit des choses vilaines à ce sujet. Marcel Jouandeau est un grand catholique. Il savait tout de la religion, il la pratiquait volontiers, soit lui-même tout seul, soit à l'église. Et il a été quelqu'un qui avait une prémonition. Il était avant l'heure un avant-gardiste. Avant Vatican II, il a été un petit peu progressiste, mais il a toujours gardé cette immense densité, dans cette croyance en Dieu, dans ce soutien profond, dans cette lumière qui descend et ce souffle qui élève l'humanité et l'homme. Et si autant il a aimé l'homme, c'est parce que, effectivement, le Verbe s'est fait chair, prologue de Saint Jean, est descendu sur l'homme et que dans sa représentation, effectivement, l'homme est la représentation de Dieu. Tout le temps, Marcel Jouandeau a eu ce sentiment profond de son éducation faite dans son département au début, où il était à l'église, où il y allait, il a toujours... De quel département s'agit-il ? Vous dites faite dans son département. Vous avez dit son éducation faite dans son département. Ah oui, là où il est né, dans sa petite ville de Guéret. Oui. Et donc, Marcel a toujours été fabuleusement impressionné et il n'en est jamais sorti en cultivant et en augmentant
sa foi, sa densité mystique, sa croyance, et toujours avec une progression beaucoup plus linéaire et exponentielle. Il était de plus en plus proche de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on ne lui en a pas su gré, on n'a pas su le comprendre. Or, Marcel Joindeau est un très grand catholique et un homme de foi, de conviction et de constance. De constance. Oui, c'est ce qui me paraît vrai. Au fond, c'est cette locution verbale que l'on fait naturellement parce qu'étymologiquement elle est vraie entre fidélité et foi. Oui, parce qu'il y a quelque chose effectivement qui relie les deux, fidélité et foi. Donc fidélité, il y a fidelis et foi. Mais Marcel Joindeau, de tout cela, a voulu aussi se sortir et avancer, mais d'une façon positive, pas d'une façon qui soit révolutionnaire ou qui soit dérogatoire. Il y a vraiment la volonté d'un homme de l'œuvre, de l'art, du chef-d'œuvre, de l'orfèvrerie de la littérature, qui progresse et qui ajoute, qui met des pierres supplémentaires au temple, qui augmente la construction et qui apporte des éclairages, même si les éclairages ne sont pas toujours ceux que les marchands du temple veulent y voir. Mais Jésus n'a-t-il pas révolutionné le temple lorsqu'il y est venu? Là aussi, Marcel Joindeau a été un précurseur extraordinaire. Aujourd'hui, on voit la mise en place et la mise en œuvre de beaucoup de comportements qu'il a eus, des comportements qui étaient sereins, apaisés, calmes, mais qui ouvraient la voie vers une vraie mystique spirituelle d'une foi plus dense, et pas une foi de la coquetterie superficielle. Dans toute cette aventure que l'émission enregistre aujourd'hui, il y a l'hospitalité d'un côté et quelque part le mensonge de l'autre, car c'est vrai qu'il devait souvent se cacher, donc la vie n'est pas si simple, mais il y a réellement la rencontre. Et simplement pour donner un contrepoint de légèreté et de profondeur, un poème de Stéphane Boissier, l'Hospitalière. Sœur Agnès, jeune hospitalière aux bienfaits, consacrait ses jours près du théâtre de la guerre. Aux blessés portait ses secours un soir. Près de l'hospice arrive, jeune militaire ensanglanté qui disait d'une voix plaintive « Donnez-moi l'hospitalité ». L'hospitalière, douce et bonne, essuie le sang du soldat. Le secours qu'une femme donne est toujours tendre et délicat, mais tandis que la jeune sœur cherche à guérir une blessure, il s'en fait une dans le cœur. Le beau soldat qu'amour enflamme se trouve bien dans la maison. Il voudrait de toute son âme voir retarder sa guérison, mais il part, regarde en arrière et dit en pleurant adieu. Charmante hospitalière m'a fait plus de mal que l'ennemi. Après la guerre, il s'achemine pour retourner dans ses foyers. Il rencontre Agnès, chagrine qu'entraînaient de méchants guerriers, la sauve et lui dit transportée, à ton tour, belle hospitalière, accepte l'hospitalité. Merci pour cette jolie histoire, qui est une histoire vraie. Oh oui, c'est une histoire qui peut se baser effectivement sur une histoire vraie. On a un grand-père qui est parti à la guerre, qui a été arraché. À l'époque, on donnait pas vraiment le choix. Donc il a dû partir, tout abandonner, et puis se retrouver avec un membre en moins, ce qui est difficile Bien sur sûr. le moment. Et c'est aussi surtout difficile après, parce que ça l'a fait souffrir toute sa vie jusqu'à son dernier souffle. Mais a-t-il rencontré son Agnès? Non, ça c'est... Ça fait partie des rêves. Et ces rêves... Peut-être... comment? Pardonnez-moi, peut-être dans les rêves ou les songes quand on est blessé ou endormi, peut-être. Oui. Ce qui me permet d'ailleurs, pour conclure cette émission avant le Magnificat et en remerciant mes deux interlocuteurs, et précédant une dernière citation extraite des Nouvelles Images de Paris d'août 1956 de Marcel Joindeau, de lire extrait de Or Temascal de Michel Cassir, ce poème que je trouve tout à fait en situation pour donner la touche de lumière très spécifique de Noël. Le fado frappe tel un serpent les terres bannies de Dieu. Le fado fond éperdier des plafonds indéfinis. Le fado lapin porto
Vieilli dans l'oubli des ans, le fado, lui, poignard de gorge, le sang piqué à vif, répand sa mélancolie. Le tempo assure la renaissance et l'orgueil du temps, où l'extase s'empare du malheur. Le chant est alors tangué à travers les pores, les larmes salées rafraîchissent la nuit, le fado fait des enfants illégitimes, avec les mains de femmes et de forbans. Le fado crée de l'âme avec des bougies. Je suis resté ce matin figé par la stupeur longtemps rue Beaubourg, devant la cage où pour son plaisir une mégère oblige à vivre ensemble 10 oiseaux des espèces les plus étrangères les unes aux autres, un cardinal, 2 veuves, des perruches, des serins, un chardonneret et jusqu'à un moineau, cruelle image du monde où nous tient prisonniers de même la volonté d'un Dieu implacable. Impossible d'en sortir et aussi bien d'échapper à une promiscuité odieuse avec ses semblables qui n'ont rien de semblable ni de commun que leur égale servitude sous le poids de la même nécessité quand tout le reste nous divise, nous sépare, nous dresse chacun contre tous, nos tempéraments, nos caractères, nos appétits, nos origines, la classe à laquelle nous appartenons, surtout l'usage que nous aimerions faire, je n'ose pas dire de nos libertés en cage. Mais revenons à nos oiseaux. Donc, à travers les fils de fer, je les considérais et tour à tour, ils me donnaient l'occasion de trouver le luxe pitoyable dans de certaines circonstances, de détester la morgue, de mépriser la gourmandise, quand mes yeux se reposèrent sur le dépaysé, sur le plus humble, le plus humilié, le plus meurtri, le plus triste, parce qu'il était né le plus spontané, le plus étourdi, le plus preste, et je te vole et je te chante, l'innocent, le plus propre à se contenter de rien, le mieux fait pour le bonheur. On l'a deviné, c'est du chardonneret, dont l'ennui n'avait pas seulement terni l'éclatant plumage, mais le petit œil si vif que je parle. Couvert de déjection de ceux qui l'avaient ravalé à l'échelon le plus bas de leur société, il demeurait là pensif, remis à une longue vie, à un long supplice, la tête basse, lui, l'agilité même immobile, touchant silencieux. On eût dit à le regarder que l'univers entier conspirait à l'opprimer injustement et qu'il en avait conscience. Ah, que n'étais-je Dieu lui-même pour anéantir ma gloire devant ce petit être de rien du tout et le délivrer. Prenez garde, me dit le premier passant venu à qui je faisais part de mes réflexions. Vous ne l'avez sans doute pas remarqué, il y a quelqu'un au-dessous de lui, à fond de cale, d'encore plus malheureux. Le moineau. Il bat de l'aile. Vous voulez dire qu'il est bien heureux? Il va mourir. Alors, chers amis, qui me regardez ainsi, et que je pourrais remercier en citant une dernière strophe de la philosophie de Stéphane Boissier pour composer son édifice, l'abeille se nourrit de fleurs, suivons son exemple, sachons effleurer tous les cœurs, sourire à l'aimable folie pour mieux jouir, être inconstant, car Marcel Jouandeau sut l'être aussi, n'est-ce pas? C'est ainsi qu'on descend gaiement le fleuve de la vie. N'êtes-vous pas d'accord? Oh, c'est très beau aussi, mais dans ce chef-d'œuvre, dans cette prouesse de littérature que vous avez lue de Marcel Jouandeau, on voit tout de lui, cette beauté, ce don de compassion. De compassion pour les autres, ce don aussi pour la littérature, ce chef-d'œuvre qu'il fait, et puis cette beauté qui le passionne et cette musique de l'écriture dans laquelle il fait grandir tout le monde, et les hommes, et la foi, et la grandeur. Et ça, c'est extraordinaire. Vous avez raison. Je conseille à tous mes auditeurs et auditrices, avant d'écouter ensemble le Magnificat, de fréquenter une librairie remarquable, celle de Benjamin Pitchal, au 12 rue d'Ulm. Le dernier catalogue est, comme toujours, consacré à quelques très beaux livres, qui sont des livres d'écrivains, très bien reliés, très bien illustrés, avec notamment une édition tout à fait remarquable de Nadja, la Nouvelle Revue Française. Et parmi ces livres, il y a souvent des dédicaces, et il y a un petit poème de Charles Cros, un poème autographe, vendu 7 000 €, il est vrai, qui a été publié dans le coffret de Santal, puis dans les Dixins réalistes, qui dit « Dormir tranquillement en attendant la gloire, dans un lit frais, l'été, mais l'hiver bien chauffé, tout cela vaut bien mieux que d'aller au café. » Et pourtant, chers amis de Radio Courtoisie, je vous laisse. Nous trois, nous allons aller prendre un café chaud au café non loin de Radio Courtoisie, de l'autre côté du boulevard Murat. Et en attendant, Magnificat, bénis soyons-nous tous. Et à l'autre côté du temps. Vous venez d'entendre les livres du jour Promenade et flâneries au domaine de poésie, dirigé par Pascal Payen à Penzeller. Émission préenregistrée le 19 décembre 2012.
Diffusé pour la première fois le vendredi 21 décembre 2012 de 10h45 à 11h45, puis l'après-midi de 14h à 15h, et samedi 22 décembre de 6h à 7h et de 20h à 21h. Ces livres du jour ont été réalisés par Sandrine. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ces livres du jour. Commandez le CD-ROM de l'émission pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander des cassettes au lieu du CD-ROM pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour le CD-ROM, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.